Bonjour. Bonjour. Alors, depuis le mois de juin, vous êtes président élu de l'Union des étudiants juifs de France et je profite de notre entretien pour rendre hommage à votre prédécesseur, Samuel Lejoyeux, qui jusqu'à dimanche est encore président de l'UEJF et qui, au long de son mandat, s'est battu pour la jeunesse juive de ce pays et depuis le 7 octobre, fut avec les militants de l'UEJF en première ligne dans la défense d'Israël en France. Youssef, vous prenez vos fonctions dans un climat qui est quand même assez compliqué. Alors comment on se sent quand on est président de l'UEJF aujourd'hui en France, qui connaît la plus forte flambée d'antisémitisme depuis la Seconde Guerre mondiale? Déjà, on se sent reconnaissant. Reconnaissant d'arriver après un mandat tel que celui de Samuel Lejoyeux. Vous l'avez rappelé, c'est assez impressionnant tout ce que Samuel a fait pour les étudiants juifs de France. Et je le remercie d'avoir mis l'UEJF dans le chemin qui protège les étudiants, qui tend à vouloir un monde universitaire plus serein pour les étudiants juifs, mais aussi pour les étudiants non juifs. Et c'est à ça que j'aimerais que l'UEJF s'attelle dans les prochaines années avec mon bureau. Voilà, c'est ce que j'essayerai de faire. Donc on l'a dit, un nouveau bureau va donc s'installer à la tête de l'UEJF. Quels sont ses projets pour les prochaines années? Alors, déjà, donc, vous m'interrogez au lendemain du 7 octobre. Il se trouve que il y a cette flambée des actes antisémites dans les campus liée au 7 octobre 2023 qui est en train de reprendre avec une mobilisation pro-palestinienne qui fait acte d'anniversaire du début de cette mobilisation au lendemain du 7 octobre 2024. Il va falloir qu'on combatte. Ces gens-là, il faut les retrouver sur le terrain, reprendre le terrain, faire en sorte que ces gens-là comprennent que l'antisémitisme ne peut pas passer, qu'il soit déguisé par l'antisionisme ou non. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler ici, l'antisémitisme de ces milieux, de certains milieux d'extrême gauche, etc., n'est pas seulement un antisémitisme déguisé par l'antisionisme, comme on n'arrête pas de le dire. C'est aussi un vrai antisémitisme historique, où on parle de juifs qui contrôlent le monde, qui contrôlent les médias, un antisémitisme, j'ai envie de dire presque, qui date de l'Antiquité en réalité. Et j'aimerais rebondir là-dessus justement parce que, vous l'avez dit, on parle beaucoup de cet antisémitisme d'extrême gauche qui se cache derrière l'antisionisme, mais très récemment, Muriel Melki, qui est présidente de l'organisation juive européenne qui s'occupe des procédures pénales d'antisémitisme, explique que dans ces procès, en fait, on se rend compte que ce nouvel antisémitisme, cet antisémitisme d'extrême gauche, en fait, rejoint toujours l'antisémitisme historique qu'on connaît depuis des siècles en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain? Évidemment, c'est quelque chose qu'on constate et même il faut, à mon humble avis, s'éloigner complètement de cette définition de nouvel antisémitisme parce qu'en réalité, c'est vraiment les mêmes mécanismes, les mêmes choses qu'il se passait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, etc. Et d'ailleurs, même au-delà de cette continuité historique de l'antisémitisme, il y a cette continuité sur le spectre politique. En réalité, ce qu'on retrouve à l'extrême gauche comme antisémitisme, les mêmes mécanismes, on les retrouve à l'extrême droite. Et c'est exactement la même chose. L'antisémitisme, c'est un fait qui s'adapte à la personne qui prend acte, enfin qui fait l'acte antisémite, qui commet l'acte antisémite, mais en réalité, ça reste toujours les mêmes mécanismes. Mais on va être clair, vous nous dites aujourd'hui l'antisémitisme d'extrême droite n'est pas mort. Ah non, pas Il du tout. existe toujours. Non, non, l'antisémitisme d'extrême droite n'est pas mort. D'ailleurs, il faut le savoir, l'UEJF a fait un tour de France cet été, au gré des campagnes législatives où on a voulu se battre contre des candidats problématiques à la fois de LFI et à la fois du Rassemblement national. Et ce qu'on a rencontré, c'est des militants Rassemblement national, des militants FN, qui ressemblent aux militants FN d'il y a 50 ans. C'est les mêmes avec la même volonté de nous renvoyer dans le pays, de dire en fait on soutient Israël, mais en réalité c'est très bien si vous allez en Israël. D'ailleurs, tout le monde a la double nationalité, etc. Ces choses-là qu'on entendait il y a quelques années, en 2012 déjà, quand le mandat de Sacha Gozlan, qui est l'ancien président de l'UEJF, s'était retrouvé devant un meeting du Front National et on lui avait dit ces mêmes phrases. Aujourd'hui, en 2024, on les entend encore. C'est le même système, donc non, ce n'est pas mort. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'actualité. Vous l'avez dit, nous venons de commémorer les 1 an du pogrom du 7 octobre. Et depuis l'attentat du Hamas, la haine se déchaîne et l'université et l'école sont les cibles
privilégié de ce déferlement de haine. À quel point c'est inquiétant? C'est inquiétant parce que ça a une conséquence directe sur les étudiants juifs qui fréquentent les universités et les écoles. Ce qu'on voit, ce qu'on constate et ce qui nous est rapporté, c'est des étudiants juifs qui n'ont pas envie d'aller à l'université, qui n'ont pas envie de subir le jour du 8 octobre des drapeaux palestiniens, une manifestation qui potentiellement va dériver sur un soutien à l'intifada ou un soutien à la résistance armée, etc. Tout ça, les étudiants en sont fatigués. Maintenant, ce qu'il faut dire, et c'est là où euh, j'aimerais avoir un peu d'espoir et le partager Mmh. avec à l'antenne de Radio Shalom, c'est que en réalité, il y a une majorité silencieuse d'étudiants qui aimeraient retourner dans la sérénité, qui en a marre de ces blocus. Et ça se voit sur le terrain parce que l'UEJF fait depuis plusieurs mois des tables du Mmh. dialogue partout. On installe une table. C'est assez visuel avec écrit Nous sommes ici pour dialoguer. Il y a des cartes sur la table, des cartes du Proche-Orient, des cartes de Gaza, des cartes du Liban, des définitions de génocide, de Mmh. fédayine, etc. Et on se pose et on discute avec tous ceux qui veulent passer. Et en réalité, énormément de gens s'arrêtent pour discuter avec les militants de l'UEJF parce que énormément de gens ont envie de retrouver l'université comme étant le lieu du débat d'idées et non le lieu de la propagande. Donc concrètement, vous nous avez parlé de ces tables du dialogue. Est-ce qu'il y a d'autres actions que de l'UEJF dans les lycées, dans les universités, que vous aimeriez mettre aujourd'hui en avant pour nos auditeurs? Il faut des conférences dans les universités, il faut que les étudiants non juifs puissent avoir accès à du contenu positif sur le sionisme. Et ça va être le rôle des sections de l'UEJF de faire en sorte de placer des conférences, d'organiser des tables du dialogue, de faire, je sais pas, d'inventer quelque chose, d'inventer à chaque fois en fonction du terrain et en fonction de la nécessité du terrain, une manière de parler d'Israël, de parler du sionisme, etc. Et surtout d'expliquer pourquoi un étudiant juif qui n'a pas la double nationalité a un lien intrinsèque avec Israël. Pour Mmh. l'instant, les gens ne comprennent pas. Il va falloir leur expliquer et l'UEG va être prêt à leur expliquer. Les tables du dialogue, en effet, c'est vraiment un Mmh. outil hyper important dans ce sens-là. À l'appel de la France insoumise, de nombreuses manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu dans les facultés dès le 7 octobre avec des slogans parfois ouvertement favorables au Hamas, comme à Strasbourg ou à Sciences Po. Est-ce que aujourd'hui, LFI crée un climat qui est délétère dans nos universités? Je pense que LFI, ou en tout cas certains membres de LFI, et Jean-Luc Mélenchon en premier lieu, sont à la fois des pyromanes parce qu'ils Mmh. allument des feux. Ils ont envie d'allumer le feu. C'est leur manière à eux de faire de la politique. On l'a vu, et là je reviens à l'actualité politique d'il y a quelques mois avec les élections à la fois européennes et législatives. Il y a une prime à la radicalité. Plus les députés, oui, les candidats Mmh. députés sont radicaux, mieux ils sont élus, d'ailleurs parfois au premier tour. On l'a vu avec, par exemple, David Guiraud. Ces gens-là veulent le feu parce que ça les sert, ça leur sert médiatiquement. Et il est important pour d'autres responsables politiques, responsables associatifs, etc., de calmer les choses, d'appeler au calme, justement parce que la meilleure manière de contrer cet appel à la soi-disant révolte que fait la France insoumise, c'est les appels au calme, la réflexion, le débat d'idées, etc. Depuis dimanche, on voit des vidéos qui circulent d'une réunion d'urgence Palestine qui a eu lieu le 6 octobre, donc la veille des commémorations du pogrom du 7 octobre, où on voit des militants de l'UEJF se faire maltraiter. Et depuis, certains sites d'information prétendent que c'est une mise en scène pour décrédibiliser la cause palestinienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter les faits du point de vue des militants de l'UEJF? Il se trouve que il y a quelques semaines, on est tombé sur cette affiche là qui annonçait ce colloque qui s'appelle le 7 octobre, le jour d'avant. Déjà avec le titre, tout le monde à l'antenne de Radio Shalom, mais d'autres gens aussi, peuvent s'imaginer qu'en réalité, il va y avoir de la justification du 7 octobre et des attaques terroristes dans ce colloque-là. Donc il était hors de question de laisser cette chose se passer, ces choses se dire, sans qu'il y ait de la contradiction. Et c'est ça l'objectif de l'UEJF à cet endroit-là, c'est de faire œuvre de contradiction, de faire en sorte que la salle entende une autre parole. Maintenant, il y a différents moyens d'entendre cette parole. Évidemment, on aurait pu demander à poser une question, etc. C'est pas du tout ce qu'on a choisi. Nous, on a choisi de marteler un message à un moment sans les couper, sans les interrompre
sans être dans une forme d'empêchement ou de silenciation de la cause palestinienne, mais justement d'attendre qu'il y ait une pause, un moment où les militants de l'UEJF peuvent s'exprimer pour marteler le message. Et le message, il est simple. Avant le 7 octobre, il n'y avait pas des femmes violées par le Hamas. Avant le 7 octobre, Viviane Silver, militante de gauche, pro-paix, etc., n'était pas décédée. Avant le 7 octobre, il n'y avait pas eu une frontière qui a été attaquée, des milliers de missiles qui ont été envoyés dans des habitations sur des civils. Voilà ce que c'était la région avant le 7 octobre. Et ça, c'était important. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le dire. On l'a dit une demi-seconde et en réalité, c'est tout de suite parti un peu violemment avec un service d'ordre qui a saisi au cou des militants, les a traînés par terre, a fait en sorte de les sortir. Quelques coups ont été échangés. Ils se trouvent pas échangés d'ailleurs parce que les militants de l'UEJF sont venus d'une manière pacifiste, mais il se trouve qu'il y a une jeune militante qui s'est pris un coup au visage. Et voilà. Et donc, en réalité, ces actions-là, elles existent. C'est des actions militantes, c'est un happening. Nous, on essaye de faire passer un message. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que la réponse, en général, c'est en effet de nous faire sortir. Mais il y a un service d'ordre, il y a une façon diplomatique de le faire. Et on serait sorti au bout d'un certain temps. Là, la violence de la salle, c'est ça qui est surprenant. C'est que le public ne peut pas se permettre d'entendre une parole contradictoire. Youssef Murciano, est-ce que vous avez un message aujourd'hui à faire passer aux lycéens, aux étudiants des universités qui écouteraient aujourd'hui? Et qu'est-ce que le président de l'UEJF allait leur dire? Déjà qu'à l'UEJF, il y a un espace qui a les capacités de les accueillir, de les former et de se motiver ensemble à militer pour être dans les universités des juifs français fiers de l'être. À la fois fiers d'être juifs et à la fois fiers d'être français. En réalité, on ne peut pas, et là le message, je sais qu'il est difficile à entendre, mais on ne peut pas se renfermer sur nous-mêmes. On ne peut pas être une communauté juive qui ne parle qu'à nous-mêmes. On ne peut pas être un étudiant juif qui ne traîne qu'avec des juifs, etc. Ce n'est pas possible. On ne sera pas préparé pour la vie. Faire des safe space, ça n'existe pas pour la communauté juive. Ça peut exister temporairement, ça peut exister pour parler d'un traumatisme, partager quelque chose, etc. Mais en réalité, c'est pas notre vision de la chose, elle est pas là. Notre vision, c'est on se rassemble avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Il se trouve qu'en général, c'est des juifs, mais qu'il y a aussi des non-juifs qui ont les mêmes valeurs que nous. Il est hors de question de les exclure et au contraire, il faut qu'on se rapproche d'eux. Et ensuite, on milite contre le racisme et contre l'antisémitisme de façon universaliste. Parce que sinon, on va pas y arriver tout seul. Et qu'est-ce que vous répondez aux juifs et aux jeunes, je sais qu'ils sont nombreux, qui disent après le 7 octobre, je n'ai plus réussi à parler. J'ai eu la sensation d'être abandonné, que les gens ne me comprenaient pas, qu'ils ne comprenaient pas ma douleur. Et justement, j'ai été obligé de me renfermer et de me tourner vers des juifs parce que eux me comprenaient, eux savaient ce que je ressentais et les autres ne comprennent pas. Je comprends tout à fait. Déjà, il se trouve que c'est arrivé à énormément de personnes. Le sentiment de solitude, il est terrible. Ça fait 1 an qu'on est tous plongés dans ce sentiment de solitude, moi y compris. C'est pas là ce que je vous dis, c'est un objectif à court terme, à moyen terme, mais à long terme. Mais je comprends que depuis 1 an, on se sente seul. Je comprends que depuis 1 an, on n'ait pas envie de retourner à la fac. Maintenant, il se trouve que 1 an dans la tradition juive, c'est le temps du deuil, qu'on a passé le temps du deuil, qu'on est au lendemain du deuil, que maintenant, il faut avancer et essayer de recréer du lien, de recréer du dialogue, de retourner dans la société, de faire corps avec la société d'une nouvelle manière. Et je pense qu'on va y arriver. L'histoire de la France, l'histoire de la France et de ses Juifs est plurimillénaire. On n'est pas dans un truc où on arrive, on a débarqué dans les années 60. Ça n'existe pas. Là, cette interview, on se trouve au-dessus d'une synagogue qui doit avoir plusieurs centaines de... Non, je sais pas, au moins 100 ans. Quelques centaines d'années. Ouais. Donc voilà. Youssef Murciano, merci de m'avoir accordé cette interview. Bonne journée.